Bonjour à vous, merci d'écouter ce que j'ai à vous raconter à propos de ce que j'ai appelé l'archipel du mariage. Plus précisément, je me propose ici de vous entretenir des différentes formes que peut revêtir l'union matrimoniale. L'étude des différents types de mariage, l'étude des différentes formes que peut revêtir l'union matrimoniale, constitue un domaine particulièrement populaire de l'anthropologie culturelle. Et ce n'est donc pas étonnant si la plupart des grands noms de la discipline s'y sont intéressés. Au premier abord, il semble qu'il existe essentiellement deux grandes formes de mariage, celle où j'épouse une seule personne, c'est-à-dire la monogamie, et celle où j'en épouse plusieurs, c'est-à-dire la polygamie. En réalité, dès qu'on commence à s'intéresser d'un peu plus près aux différentes formes que peut prendre l'union matrimoniale dans les différentes sociétés du monde, on se rend compte que les deux types principaux de mariage, la monogamie et la polygamie, admettent en réalité un certain nombre de cas particuliers, mais aussi qu'il existe d'autres formes de mariage qui ne rentrent pas dans le moule de ces deux types principaux, et qui sont d'ailleurs le plus souvent assez peu fréquents. La première société que je voudrais évoquer ici est à bien des égards très originale. Il s'agit de la petite société chinoise Mozo, que j'ai déjà eu l'occasion de citer comme étant un des très rares exemples, sinon peut-être le seul, de société matrilinéaire et matriarcale. En ce qui concerne les relations sentimentales et leur manière d'envisager le couple, les Mozo ne dérogent pas à leur réputation d'originalité, puisqu'ils constituent la seule société au monde à revendiquer l'agamie, c'est-à-dire l'absence de mariage. Les Mozo vivent dans le sud-ouest de la Chine, sur les pentes de l'Himalaya, et ils constituent une sous-catégorie de l'ethnie Naxi, que l'on appelle parfois également Na, une des 56 ethnies présentes en Chine. Ils sont aujourd'hui environ 40 000. En règle générale, chez eux, l'institution du mariage et la vie conjugale n'existent pas. La sexualité est totalement libre, c'est-à-dire que les relations sexuelles se font selon le désir de chacun. Ou plutôt, selon le désir de chacune, car chez les Mozo, peuple matriarcal, ce sont les femmes qui prennent les décisions les plus importantes pour la famille, ce sont les femmes qui dirigent la famille, mais ce sont aussi les femmes qui prennent l'initiative en matière sexuelle et qui choisissent les hommes qui auront le privilège de les rejoindre pour la nuit. Chez les Mozo, les activités amoureuses débutent très tôt, vers 13 ans étant l'âge qui correspond chez eux à la majorité. Pour rappel, c'est à cet âge-là que l'on devient adulte dans de très nombreuses sociétés, puisque c'est à peu près à cet âge-là que l'on devient pubère et que l'on peut donc avoir des enfants. À partir de là, la jeune fille obtient le droit de recevoir dans sa chambre ses amoureux, de façon plus ou moins discrète, de façon plus ou moins furtive. Furtive est d'ailleurs le nom qui est donné à ces visites que les jeunes hommes font aux femmes une fois la nuit venue. Ces visites furtives constituent un petit peu le sport national Mozo. Le soir venu, quelques hommes se réunissent sous la fenêtre de la chambre d'une jeune fille, et celle-ci choisit lequel pourra passer la nuit avec elle. Les autres s'en vont alors tranquillement tenter leur chance sous une autre fenêtre. Sa liberté étant totale, rien n'empêche une jeune fille de changer d'amant chaque soir. Mais ce qu'on observe généralement, c'est qu'à partir d'un certain moment, c'est toujours le même homme qui est invité à la rejoindre. À partir de ce moment-là, la jeune fille sera considérée comme casée, même si rien ne l'empêche d'accueillir encore l'un ou l'autre amoureux occasionnel, au gré de ses désirs. Les partenaires de la jeune fille étant multiples, ces enfants ignoreront souvent l'identité de leur père biologique, et ils seront élevés exclusivement dans la famille de la jeune fille. La société Mozo est souvent appelée la société sans père ni mari. Il n'y a pas de mari puisqu'il n'y a pas de mariage, et il n'y a pas de père parce que non seulement son identité est généralement inconnue, mais en plus, dans la conception Mozo, l'homme n'a pas un rôle direct dans la fabrication de l'enfant, dans la mesure où ce n'est pas le sperme qui transmet les caractères héréditaires,
mais bien les eaux de la mer. L'homme est juste considéré comme une espèce d'arrosoir, et le sperme est un petit peu comme la pluie qui fait pousser l'herbe. Si la liberté de la femme en matière de sexualité est totale, la prohibition de l'inceste est néanmoins bien présente, ici comme partout, et les relations sexuelles entre une femme et son frère sont strictement interdites. D'ailleurs, le plus souvent, ce sont les hommes qui viennent de loin qui sont les plus recherchés par les femmes, ce qui peut être interprété comme une façon d'éviter la consanguinité. Aujourd'hui, l'influence de la Chine moderne est telle que, petit à petit, on observe que certains mozos abandonnent les mœurs traditionnelles et commencent à contracter des mariages monogames. Une autre forme de mariage consiste à épouser non pas personne, comme chez les mozos, mais au contraire tout le monde. Il s'agit de l'omnigamie. L'omnigamie est un type de mariage qui n'existe plus dans aucune société actuelle, mais qu'on pouvait observer chez certaines sociétés pendant l'Antiquité. Selon Hérodote, le grand historien du 5e siècle avant Jésus-Christ, la société massagète, qui vivait sur le territoire actuel de l'Irak, pratiquait une omnigamie par village, considérant que chaque homme appartenant au village pouvait avoir des relations sexuelles avec n'importe quelle femme. Il s'agit d'une forme d'union qui était préconisée par certains philosophes, comme par exemple Platon et Charles Fourier, sous le nom de communauté des femmes, les femmes étant effectivement mises en commun. Dans notre société occidentale moderne, mais aussi dans beaucoup d'autres, la forme de mariage qui est pratiquée est la monogamie, qui consiste à avoir un seul partenaire officiel en même temps. Dans la plupart des sociétés qui l'ont adoptée, la monogamie n'est pas l'aboutissement d'une histoire d'amour, mais plutôt l'alliance de deux familles, souvent pour protéger des terres ou pour les réunir. Bref, l'aspect économique est généralement beaucoup plus important que l'aspect purement amoureux. Chez nous, mais aussi dans de nombreuses autres sociétés, le mariage monogame s'accompagne de plus en plus souvent du divorce, puis d'un remariage éventuel, ce qui équivaut finalement à transformer la monogamie en une sorte de polygamie, mais étalée dans le temps. La monogamie permet donc d'avoir plusieurs partenaires, non pas simultanément, mais successivement. Dans certaines sociétés existent des formes particulières du mariage monogame. La première de ces formes particulières, le premier de ces cas particuliers de la monogamie, c'est le lévirat. Celui-ci désigne l'obligation pour une femme qui devient veuve d'épouser le frère de son mari défunt. La règle générale, c'est que la veuve fait partie de l'héritage. La femme est un bien, et lorsque l'homme décède, l'ensemble de ses biens doit rester dans sa famille. Sa femme doit donc rester dans sa famille. Bien qu'assimilée à une forme évidente de mariage forcé, puisque la femme n'a pas le choix et elle doit rester dans la famille de son mari, le lévirat existe encore aujourd'hui dans d'assez nombreuses sociétés africaines du Sénégal, du Burkina Faso, du Togo et du Tchad notamment. Le deuxième cas particulier de la monogamie, c'est le sororat. Dans ce cas-ci, c'est la femme qui décède et c'est donc son mari qui devient veuf. Le sororat désigne alors l'obligation pour la famille de la femme de procurer ou au moins de proposer au veuf une nouvelle femme, idéalement une sœur de la femme décédée. Le sororat n'est pas un système inversé par rapport au lévirat. Il n'est pas question ici de croire que c'est le mari qui fait partie de l'héritage. C'est bien plutôt la belle-sœur qui fait partie de l'héritage. Et dans l'éventualité où cette belle-sœur serait déjà mariée et donc non disponible, elle sera tout simplement remplacée par une proche parente. Comme le lévirat, le sororat est considéré comme une forme de mariage forcé, puisque la belle-sœur ou la proche parente n'a pas le choix, elle doit épouser le veuf. Un peu moins fréquent que le lévirat, le sororat existe lui aussi dans certaines régions d'Afrique, et notamment en Guinée et au Mali. Dans ces deux pays, on trouve d'ailleurs certaines sociétés qui pratiquent à la fois le lévirat et le sororat.
Enfin, le troisième cas particulier du mariage monogame est spécifique à la société traditionnelle chinoise. Il s'agit du concubinat. La concubine désigne une femme qui vit avec un homme qui possède déjà une épouse. Cette concubine a généralement été achetée à sa famille par un homme possédant un statut élevé. Pendant longtemps, en Chine, le statut d'un homme se mesurait d'ailleurs au nombre de ses concubines. Le principe était le suivant. Un paysan vit avec une femme, un noble avec 2 femmes, un grand officier avec 3 femmes, un seigneur avec 9 femmes et un roi avec 12 femmes. La concubine n'est pas à proprement parler une maîtresse que l'on entretiendrait en l'installant sous son toit, elle est reconnue légalement en tant qu'épouse et cette union est célébrée lors d'une cérémonie officielle. Officiellement, le concubinat est aujourd'hui interdit en Chine où il est assimilé, lui aussi, à un mariage forcé, la concubine vendue par sa famille n'ayant évidemment pas le choix et devenant une véritable esclave sexuelle. Considérer le concubinat comme un cas particulier du mariage monogame peut sembler curieux, tant il ressemble dans les faits à de la polygamie. Néanmoins, la concubine avait tellement peu de droits dans cette société chinoise, et on la considérait comme une épouse tellement secondaire, tellement inférieure, tellement négligeable, que c'était finalement comme si l'homme n'avait toujours eu qu'une seule vraie épouse à proprement parler. Jusqu'à présent, nous avons évoqué le cas où on ne peut être marié à personne puisque l'institution n'existe pas, c'est la gamie. Le cas où on est marié à tout le monde, c'est l'omnigamie. Et le cas où on est marié à une seule personne, la monogamie. Il reste à aborder le cas où on est marié à quelques personnes, type de mariage qu'on désigne sous le nom de polygamie. La polygamie se divise en 2 formes très différentes. La polygynie, qui désigne le mariage d'un homme avec plusieurs femmes, et la polyandrie, qui désigne le mariage d'une femme avec plusieurs hommes. La polyandrie est un type de mariage qui a notamment comme caractéristique que la femme a toujours l'obligation d'épouser plusieurs hommes. Elle n'a pas le choix, c'est un devoir pour elle. La polyandrie est une institution aujourd'hui très rare qui n'existe plus que dans quelques sociétés qui partagent tout un point commun, qui justifie d'ailleurs cette forme de mariage, c'est le déficit de femmes. Toutes ces sociétés ont en commun d'avoir beaucoup moins de femmes que d'hommes. Alors comment ce manque peut-il s'expliquer? Comment ce déficit de femmes peut-il s'expliquer? Comment expliquer finalement la pratique de la polyandrie? Eh bien, l'infanticide des petites filles constitue malheureusement l'explication la plus pertinente en ce qui concerne la société Guayaqui du Paraguay, qui pratique cet infanticide pour se débarrasser des petites filles jugées surnuméraires et donc inutiles. Dans beaucoup de sociétés, la toute première violence qui menace les femmes, bien avant les mauvais traitements, le dénigrement, les injustices, la violence physique et psychologique, la répudiation, le viol, l'enfermement dans une maison ou dans une burqa, l'excision, etc., la toute première violence qui menace les femmes, c'est effectivement d'être éliminées dès la naissance, dès l'instant où on se rend compte que le bébé n'a pas le sexe que l'on espérait. Si on en trouve des traces historiques sur tous les continents et dans la majorité des sociétés, aujourd'hui encore, l'infanticide des petites filles, le meurtre délibéré des bébés qui n'ont pas eu la chance de naître garçons, est encore assez fréquente en Chine, au Pakistan et en Inde. On estime d'ailleurs qu'en Inde, environ 1 million de petites filles sont ainsi éliminées chaque année. Si l'infanticide constitue à juste titre une menace importante pour les filles, il en est une autre qui peut, elle aussi, expliquer le peu de femmes que l'on peut trouver dans certaines sociétés, c'est le rapt des filles, qu'on peut observer notamment dans la société Bachilélé du Congo.
Cette société est très pacifique, peut-être trop pacifique, et il n'est pas rare que leurs voisins fassent chez eux des razzias, au cours desquels ils leur volent leurs filles. Il existe un cas particulier de la polyandrie que l'on appelle la polyandrie fraternelle ou polyandrie adelphique, et que l'on peut observer dans deux sociétés de l'Himalaya, les Ninba du Népal et les Toda d'Inde. La polyandrie fraternelle possède comme spécificité le fait que les hommes qu'une jeune fille se verra contrainte d'épouser sont tous issus d'une même fratrie. Ce sont tous des frères. L'aîné des garçons d'une famille choisit une épouse et celle-ci devient commune à tous ses frères. À de très rares exceptions près, la pratique de la polyandrie est très mal vécue par la femme qui, comme souvent, n'a évidemment pas voix au chapitre quant au choix de ses maris qui lui seront imposés. Mais en plus, elle va devoir tâcher de satisfaire sexuellement ces différents hommes qui ne manqueront évidemment pas de manifester de la jalousie les uns vis-à-vis des autres, et a fortiori s'ils sont frères. La deuxième forme de polygamie, c'est la polygynie, qui désigne la forme de mariage dans laquelle un homme a le droit, généralement s'il le souhaite et s'il en a les moyens, d'avoir plusieurs épouses. La polygynie étant un droit et non une contrainte, la monogamie est présente dans toutes les sociétés qui autorisent la polygynie. Par exemple, le Maroc, comme la plupart des pays musulmans à l'exception de la Turquie et de la Tunisie, autorise, sous certaines conditions, la polygynie. Mais celle-ci ne représente plus aujourd'hui que moins de 1% des mariages, l'immense majorité des Marocains étant monogames. La polygynie est présente dans de très nombreuses sociétés, mais c'est surtout en Afrique qu'elle est la plus fréquente, et plus particulièrement en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Sud, où elle est considérée comme faisant véritablement partie du droit coutumier, comme étant une tradition. Aujourd'hui, la polygynie est autorisée par la législation de 45 pays, pour la plupart africains et ou musulmans. Comme l'a écrit le poète congolais Philippe Lissembe, depuis la nuit des temps, l'Africain a toujours été polygame. Le christianisme a bien tenté de freiner son élan, mais en vain. Elle fait partie des gènes de l'Africain. Fin de citation. Les raisons qui permettent d'expliquer la pratique de la polygynie vont varier selon les sociétés et elles peuvent se classer en 5 grandes catégories qui ne s'excluent d'ailleurs pas mutuellement. La première raison justifiant la polygynie est d'ordre social. Cette forme de mariage procure à l'homme un prestige social évident. Avoir plusieurs femmes constitue en effet un signe extérieur de richesse manifeste. Une deuxième raison est d'ordre économique. Avoir plusieurs femmes permet d'avoir une descendance plus conséquente. Et plus on a d'enfants, plus on a de personnes susceptibles de travailler pour nous. La troisième raison est politique, dans la mesure où la polygynie est parfois le privilège des chefs. Le chef, c'est celui qui a plusieurs femmes. C'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. L'explication affective, quant à elle, met l'accent sur la variété sexuelle que permet la possession de plusieurs femmes. Enfin, historiquement, il faut rappeler qu'à l'origine, toutes les sociétés sont guerrières. Toutes les sociétés perdent des hommes au combat, donc toutes les sociétés se retrouvent avec un déficit démographique masculin, qui a pour conséquence qu'il est indispensable que certains hommes puissent prendre plusieurs épouses, afin qu'aucune femme ne soit obligée de rester célibataire. Comme on vient de le voir, la polyandrie peut parfois être fraternelle. De même, il arrive que la polygynie soit sororale. C'est le cas chez les Tupicawahib du Brésil, où un homme peut épouser plusieurs sœurs, même si la tradition veut qu'il se limite généralement à 2 sœurs, ses autres épouses étant plutôt des nièces ou des cousines de ces 2 jeunes filles. Le concubinage ou union libre désigne la cohabitation de 2 personnes qui reconnaissent constituer un couple de fait. Le terme concubin vient d'ailleurs du latin concubinus qui signifie « qui couche avec ».
Autrefois appelé le mariage à l'essai, le concubinage est un choix délibéré, opéré par deux personnes qui souhaitent vivre ensemble, mais qui, pour des raisons diverses, refusent le mariage en tant qu'institution. Certains couples concubins choisissent d'officialiser leur cohabitation, ce qui leur permettra d'accéder à certains droits et à certains devoirs, comme par exemple en ce qui concerne l'héritage. Il s'agit ici de ce que les Français appellent le PACS et que nous appelons en Belgique la cohabitation légale. Enfin, il existe une dernière forme d'union sentimentale et sexuelle que je voudrais évoquer ici. C'est ce qu'on appelle le polyamour ou encore les amours pluriels. Il s'agit d'une éthique des relations sentimentales et sexuelles relativement à la mode dans notre société actuelle. Le polyamour, comme son nom l'indique, désigne l'attitude d'un homme ou d'une femme qui s'offre l'opportunité d'aimer plusieurs personnes en même temps et de manière ouvertement déclarée. Il s'agit souvent d'individus qui sont insatisfaits ou déçus par la monogamie traditionnelle, mais qui ne souhaitent pas pour autant entamer de relations adultères avec le cortège de mensonges, de dissimulations et de tromperies que cela nécessite inévitablement. Rendu célèbre dans les années 1950 par le couple emblématique formé par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui revendiquaient tous les deux ouvertement leurs aventures respectives, le polyamour repose sur les valeurs de liberté sentimentale et sexuelle, d'égalité homme-femme, mais aussi de respect et de confiance mutuelle, puisque chacun est au courant de ce que fait l'autre et l'accepte par volonté de rejeter une supposée exclusivité sentimentale, un supposé monopole sexuel qui irait à l'encontre de la liberté de l'individu. De plus en plus fréquent, le polyamour reste assez mal vu dans notre société, et ce n'est pas si étonnant que ça. Celles et ceux qui choisissent une vie non conventionnelle doivent toujours s'attendre à ce qu'une partie des gens ne les regarde pas d'un bon œil. Les puritains modernes ne semblent pas encore prêts à envisager la perspective effrayante à leurs yeux d'un choix sexuel et affectif libre. Ils enseignent la culture de la honte afin d'imposer coûte que coûte la famille nucléaire et le mariage monogame. Les polyamoureuses sont des fers de lance qui ouvrent les territoires encore inexplorés des amours pluriels. Leur valeur s'appelle consentement, honnêteté, plaisir et surtout liberté. Chacun est unique. Les amours pluriels n'enferment dans aucun modèle. Chaque couple et chaque individu les vit en fonction de sa personnalité et invente en permanence les règles d'un jeu dont l'intérêt est d'être évolutif, jamais figé. Alors que la monogamie vous prescrit de n'avoir qu'un ou une partenaire dans votre vie, les amours pluriels n'obligent nullement à les multiplier. On peut passer de périodes plurielles à des phases monogames et même solitaires, au fil du désir qui n'est ni linéaire ni voué à une routine inexorable, mais plutôt cyclique et toujours différent. Le polyamour est-il un simple effet de mode ou une tendance plus durable? L'avenir nous le dira. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je vous propose ici.